Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce GTL de ce mercredi 7 septembre. Aujourd'hui, Jessie n'est pas là et c'est Mendy. Bonjour Mendy. Bonjour Dani. Elle va être avec nous toute cette semaine et même au-delà. Sinon aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, nous aurons des invités de la Red Star, l'équipe pointoise, Patrick Piès et Alex Okagos, deux vice-présidents. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Madame Susanna Dimarès pour parler de l'exposition des Tourmelins. Et bien sûr, on aura notre chronique habituelle du mercredi, Coco et Zabrico. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas encore, que l'émission est en direct aussi sur le RHT. RHT, c'est Radio Haute Tension sur le 89.8. Et tout de suite, les titres avec Mendy. Voilà donc une semaine que la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, a annoncé son départ de l'Élysée, laissant son poste à Erika Barré. Elle nous a fait donc un bilan de ces 2 années passées au service des Outre-mer. Et sujet société, la SIG a récemment délivré 93 logements de la résidence Opale à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Ces résidents ont donc eu la joie de recevoir les clés de leur future propriété. Et depuis le 5 septembre et jusqu'au 15 octobre 2016, le Fort Fleur d'Épée accueille l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Voilà, merci Mendy. On va commencer tout de suite par le foot. Oui, bien sûr. Eh bien, nous allons parler sport tout de suite, Danick, avec le club sportif capestérien qui, après 2 saisons passées en promotion d'honneur régionale, se retrouve maintenant à la division d'honneur. Un reportage de Maxime Morel. Trouver la division d'honneur, c'était l'objectif prioritaire des Léopards de Capesterre-Belle-Eau. Il a fallu attendre 2 saisons pour l'atteindre. Une joie exprimée par l'ensemble du groupe, à commencer par l'entraîneur. Les 2 ans, je crois, étaient nécessaires. Quoi que l'an dernier, nous l'avons quand même raté d'un cheveu. Mais l'année dernière, bon, ça a été fait. Nous nous sommes renforcés et finalement, les efforts ont payé. Alors, on se donne à cause joie côté joueurs, avec un dénominateur commun, réaliser leur saison 2016-2017 en division d'honneur. On a envie de donner l'amour aux supporters qui ne venaient plus au stade aussi. C'est la DH et le club fort de Capesterre, c'est CSC bien sûr. Donc on a envie de donner cet amour aux supporters et de faire bonne figure. Là on ne sait pas, là on va déjà essayer de se maintenir et après on verra. Mais on a une équipe pour pouvoir jouer un peu plus que le métier. Jouer en division d'honneur, c'est se donner les moyens à la hauteur de ses ambitions. Ils ont peut-être le secret au club sportif capestérien. Les moyens sont simples, c'est toujours au niveau de l'association, le respect, la rigueur et l'entraide. Garder le cap cette année, nous maintenir et jouer le bon tableau. Je ne suis pas du genre à dire que je suis monté pour rester. Non, on est venu, si on fait une bonne saison sur en division d'honneur, soit on fait une saison médiocre, on redescendra en promotion d'honneur. L'esprit, c'est de jouer au foot, de se classer avec les meilleurs et d'être parmi les meilleurs jusqu'à la fin de saison. Et on jouera sur tous les tableaux, on jouera aussi bien au niveau de la Coupe de la Guadeloupe, la Coupe de France et aussi le championnat. Voilà qui promet. À bon entendeur, salut. N'oublions pas, Danick, qu'aujourd'hui a eu lieu l'ouverture des 15e Jeux paralympiques d'été par une cérémonie au stade Mar. Exactement, au Brésil. On parle foot? Oui, mais on va parler foot avec les vice-présidents de la Red Star. Eh bien, pour débuter, j'aimerais vous demander comment se porte la Red Star aujourd'hui? La Red Star se porte bien, on ne dira pas très bien, puisque nous n'avons pas de stade. Et Pointe-à-Pitre essaie de mettre les moyens pour arriver à nous donner la tribune. Ça nous pénalise beaucoup. Mais quand même, on arrive à travailler. On a décidé, c'est pour ça que je suis revenu, je suis ancien président du club. Oui. On a décidé de redonner au club ses vraies couleurs. Oui, parce qu'on a l'impression que la Red Star avait perdu un petit peu. Oui, la Red Star, puisqu'on a perdu un peu de notre identité, on était pratiquement, et on l'est toujours, des SDF. Oui. Déjà, on a un avantage exceptionnel. On peut quand même s'entraîner sur le nouveau terrain de Pointe-à-Pitre, qui est le meilleur terrain de la Guadeloupe au niveau pelouse. C'est une pelouse synthétique dernier cri. Et également, on a le meilleur éclairage de la Guadeloupe. Oui. Mais on n'a pas les tribunes. Ça viendra. Patrick Piès, vous venez dans un club, on va dire, qui était un petit peu bancal. Est-ce que vous êtes venu pour remettre du dynamisme? Enfin, moi j'ai connu la Red Star
Oui, à l'époque de votre père. À l'époque de votre père, oui. C'est la grande Red Star. C'est religieux, pas mal de gens connaissent en Guadeloupe. Et depuis quelque temps, effectivement, la Red Star n'avait plus d'identité. Oui. Là maintenant, nous avons mis en place une équipe de dirigeants. Nous avons recruté quelques joueurs. Et là, cette saison, on pense avoir une bonne équipe, très compétitive pour... Alors, quel est l'objectif de cette année? Non, mais déjà, je juste dirais, on ne pense pas avoir une bonne équipe, on aura une bonne équipe. Oui. D'accord. On travaille pour ça. Et l'objectif, c'est déjà jouer, se maintenir à l'aise au milieu du tableau, comme on dit en jargon footballistique. Oui. Ne pas descendre, ne pas prendre l'ascenseur. Non, mais on ne va pas jouer cette zone-là. Oui. On va jouer, on sera bien au milieu. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Oui. Mais on ne va pas jouer la zone comme les autres années. Oui. Un problème de moyens, d'infrastructures, maintenant ça revient. Parce qu'on a tendance à oublier, il y a des gens qui disent « Ah ouais, ça, on n'a jamais rien gagné ». Mais il y a quelque chose que tout le monde oublie en Guadeloupe. Le plus grand championnat organisé en Guadeloupe, c'est en 96-97 avec 6 équipes Guadeloupe et 6 équipes Martinique. C'est Red Star qui l'a gagné. Hein. Avec les meilleurs joueurs, on avait une super équipe. On a tendance à passer ça de travers et c'était un super championnat. On a également gagné. Et Canal Plus avait mis des coupes en place pour les jeunes. C'était les juniors. Ce temps-là, c'est encore Red Star qui l'a gagné. Les coupes Galas qu'on a mis en place, sur 3 coupes Galas, Red Star en a quand même gagné 2. On a fait 3 finales départementales de Coupe de France entre-temps. On a été la première équipe à battre une équipe métropolitaine qui est la Roche-Souillon en Guadeloupe. On a quand même joué contre Nîmes qui était 4e en D2. Quand même, c'est pas si mauvais que ça. Les gens ont tendance à se rappeler de ce qu'ils veulent se rappeler. Alors, quand vous dites ça, ça veut dire que cette année, vous ne jouez pas les premières places, mais combien de temps il vous faut pour mettre la Red Star au niveau où vous souhaitez? On pense 2 ans. D'ici 2 ans, on va jouer les premiers rôles avec CSM et l'USR. C'est une certitude. Parce qu'on vient de signer un partenariat avec Nicolin, oui. Le groupe Nicolin, et vous savez le partenaire Loulou, oui. Et qui sera en octobre, je crois, en Guadeloupe vers le 9 octobre parce qu'ils fêtent leur 70e anniversaire. Oui. Et là, un partenariat, il y a question finance, ils nous donnent quelque chose, mais c'est surtout pour permettre à nos jeunes d'évoluer, de se connaître, d'aller faire des stages, de voir comment ça va se passer. C'est un plus pour nous dans ce domaine. Au niveau recrutement? Au niveau recrutement, nous avons quelques joueurs de très bon niveau, notamment un joueur de la SS. Nous avons aussi un joueur du monde, Lubin, qui est très très bien. Et nous avons quand même notre réserve de 19 qui ont grimpé. Mais nous avons, selon les matchs amicaux que nous avons effectués tout ce temps dernier, l'équipe est très très bonne, très compétitive. Bon, mon collègue vous dit qu'on sortira dans les 4 premiers, mais moi je pense vraiment être dans les 3 premiers. Sur le podium? Sur le podium. Carrément. Question peut-être de Mendy, non? Oui, effectivement, vous n'avez pas eu de recrutement, donc ils ont déjà été terminés les recrutements. Ou alors on peut encore, pour ceux qui désirent... C'est possible ou pas? Je vais vous expliquer. Non, un mercato n'est jamais fini puisqu'on peut recruter jusqu'au 31 janvier. Et il faut savoir, on peut recruter tout ce qu'on veut, mais parmi les nouvelles recrues, on ne pourra en utiliser que 2 par match. Oui. Donc on ne veut pas faire n'importe quoi, on cherche, on ne va pas dire où la perle rare, on va chercher, parce qu'on a une équipe très jeune, hein, avec des U20 qui sont dans la sélection Guadeloupe, mais ce qu'il nous faut actuellement, c'est trouver 2 très bons joueurs pour encadrer ces étrangers, parce que je sais que la mode maintenant, c'est de faire venir d'Argentine, du Brésil, un peu partout. Non, mais il n'y a pas qu'au Brésil, parce qu'il y a des gens qui vont trop loin. Et je signale qu'on n'a pas ça en vue, mais la sélection haïtienne, les Haïtiens sont très très bons foot, mais vraiment à très très bon niveau. Donc on regarde, mais on ne veut pas faire n'importe quoi, parce qu'on ne va pas dépenser ce qu'on n'a pas. On ne vit pas au-dessus de nos moyens. Donc, nous, on cherche si on peut. Il y a Cuba, il y a Haïti, il y a un truc, mais on ne voit pas jusqu'au Brésil ou en Argentine. Pas encore. Parce que déjà,
dès qu'on dit Brésilien, on pense que tous les Brésiliens ne sont pas bons. Hein. On a des Haïtiens, des Cubains qui font notre bonheur. Hein. C'est vrai qu'il y a des Brésiliens tout cas. Non, mais je suis d'accord. Non, je dis ça parce que bon, j'ai vu qu'il y a quelques années, le Racing a fait venir des gens de très loin, l'USR aussi, pareil. Mais le Racing paie cette politique-là jusqu'à maintenant. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, quand on organise quelque chose, il faut déjà avoir les moyens de l'organisation, mais en plus, tout ce qu'on va faire à côté, ce sera en plus. Il ne faut pas se lancer dans l'aventure. Il ne faut pas prendre de risques, puisque nous sommes association loi 1901. Notre municipalité, je ne dis pas qu'elle a des difficultés, mais avec tous les projets qu'ils ont en ce moment, centre des arts, hall des sports et tout ça, c'est très très difficile. Très très difficile, mais le maire travaille avec nous, hein. Le maire vient et déjà il nous accompagne, même par sa présence et même au niveau professionnel. On a 2 jeunes de Red Sao qui travaillent à la municipalité de Pointe-à-Pitre dans le cadre de notre partenariat et on est en train de voir avec la mairie comment bénéficier des entreprises qui travaillent pour la ville, comme le fait la ville de Bébaro déjà, et comme le fait également la ville du Moule. Alors, je vais vous donner l'exemple de Petit-Bourg. On a vu un reportage hier sur Petit-Bourg, Arsenal, qui était aussi un club en difficulté, et ils ont recruté un bon coach. Est-ce que vous avez fait la même démarche? Moi, je dis qu'un bon coach, c'est qui, c'est quoi? Parce qu'un bon coach, je dis qu'un coach, on peut réussir dans un club aujourd'hui et ne pas réussir dans un autre club. On avait un entraîneur qui était chez nous, Pioche, qu'on appelait Kiki, et donc qui a travaillé longtemps chez nous, qui a joué également chez nous, qui a fait la sélection de la Guadeloupe. Et je dis, ça me gêne un petit peu parce qu'il n'a jamais eu les moyens pour faire ce qu'il voulait. C'est un très très bon coach. Il a toujours vécu avec ses moyens et il a même fait énormément. Les joueurs bénéficiaient de ses deniers, tout ce qu'il avait, même si tous les entraîneurs chez nous ont un défouement, son défouement passait pour les joueurs, il expliquait, il n'a jamais vraiment eu les moyens. Mais là, on travaille avec celui qui était son adjoint, Michael Germain. On ne peut pas dire que c'est un mauvais coach, puisqu'il a été champion avec l'USR. Ils ont perdu le titre par pénalité. Et c'est quand même un ancien professionnel. Donc là, on peut prendre le meilleur coach du monde si on n'a pas les joueurs. Si on n'a pas un bon conseil d'administration, on n'aura pas de résultat. Et c'est le cas, puisque je vois 2 vice-présidents. On a toujours... C'est vous qui allez encadrer le président ou c'est l'inverse? Non. On a toujours eu 2 vice-présidents à Red Sao. C'est l'organisation. On a 16 membres au niveau du comité directeur. On a des pôles d'activité où chaque personne a un rôle précis. Patrick Piès fait le lien entre toutes les sections sportives. Je m'occupe de tout ce qui est administration, un peu aussi tout ce qui est sponsoring. Je fais bénéficier de mes connaissances footballistiques, puisque je suis dedans depuis ma naissance. Donc, Patrick, justement, quel va être votre rôle ces jours-ci? Alors, mon rôle, c'est simple, hein, carrément directeur sportif. Je ferai le lien entre tous les éducateurs et l'équipe dirigeante. Bon, je voulais rajouter quelque chose, parce que nous, notre force à la Restar, et ça a toujours été, ça restera, c'est la formation. C'est la formation. Nous formons, les autres viennent faire leur marché. Mais nous allons toujours continuer à former des joueurs, des jeunes. Et là, je suis sûr avec ça, ça va payer un moment. Alors, je pose une petite question perfide. Est-ce que si le club veut se déplacer à l'extérieur, il y aura des problèmes d'avion? Des problèmes d'avion si le club se déplace. Si le club se déplace à l'extérieur, vous avez un président ou un parent de président qui est très branché à l'aviation? Ok. Il me semble que la famille Kouri a joué un rôle important. Oui, mais la famille Kouri n'est peut-être plus dans l'aviation. Non, mais il faut pas. Ils sont là, mais vraiment bas, mais c'est pour eux. C'est plutôt pour eux plus que pour les autres. Ça ne bénéficie pas au club, vous voulez dire? Non, on n'a jamais bénéficié. Non, pas spécialement. Non. Donc, non, mais il faut savoir que si on décide de voyager, si on sait qu'on voyage en novembre, décembre, depuis octobre, on s'organise, on fait des petites manifestations. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais les joueurs, quand ils gagnent la finale départementale de la Coupe de France, le groupe qui part en métropole, c'est une fête pour les joueurs, mais ce n'est pas une fête pour le club, hein, parce qu'on paie 18 billets. Il faut trouver le moyen. Il y a les dirigeants qui vont, mais les joueurs. Mais on ne peut pas dire un joueur qui a joué qui ne va pas. Donc il faut trouver, en plus de ce qu'on donne, il faut trouver un budget d'au moins 8 à 10 000 euros pour accompagner ces jeunes qui ne vont pas jouer, mais qui ont eu l'occasion de jouer sans qu'on les perde pour la saison.
C'est une bonne chose pour le public, pour tout le monde, sauf pour le président. Alors, je voulais un petit peu élargir la question, puisque vous êtes des fans de football. Comment vous voyez un peu le football guadeloupéen en ce moment? Le football guadeloupéen, déjà, on a un problème d'infrastructure énorme. Oui. C'est pour ça qu'on dit, quand Tigana était venu ici une fois, il a dit qu'il comprend pourquoi les Antillais sont bons techniquement, parce qu'on ne sait jamais où va rebondir la balle. Donc, on a ce problème. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose en Guadeloupe, les municipalités ont souvent oublié que jardinier, c'est un métier. Oui. C'est pas boucher les trous. Dès qu'on voulait embaucher quelqu'un, on disait vous êtes jardinier, etc. Non, c'est un métier. Et on a notre problème. On a un gros problème en Guadeloupe actuellement. On a ce qu'on appelle le CREPS, le football d'élite. Oui. Très bonne chose pour les jeunes, oui. Puisqu'ils réussissent, même s'ils ne réussissent pas sportivement, ils réussissent au niveau études. C'est très très bon. Oui. Mais le problème là, les jeunes qui sont en CREPS, c'est l'élite. Cette élite, quand ils sont bons, ils partent. Ceux qui sont bons, moins bons, partent aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Et donc, nous nous trouvons avec la 3e génération. Oui. Les deux, dans chaque année, les 20 meilleurs partent. On n'a pas ces jeunes. Donc, notre championnat d'emblée est beaucoup plus faible. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, pour jouer dans la Caraïbe ou Gold Cup, on est obligé de faire appel aux professionnels. Oui. De plus en plus difficile parce que les clubs demandent à payer. Parce qu'ils sont salariés, les clubs demandent à payer, il faut payer, la Ligue ne peut souvent pas payer, donc on est obligé de prendre aussi à Métropole des joueurs de seconde zone. Il faut revoir énormément de choses. Oui, mais le problème, vous soulevez un problème qui est important, le problème de ce qu'on appelle, on a parlé de traite pour les jeunes sportifs, mais de plus en plus, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une convention avec Montpellier, oui. Mais ça veut dire que Montpellier va... Vous piquez vos meilleurs joueurs. Non, mais à la limite, si un jeune part à Montpellier, pour le jeune, c'est une réussite. Pour nous, on a Zubar qui était chez nous, oui. Qui est parti à Caen. Même si on n'a pas tellement de retour de la part du joueur, je profite pour le dire. C'est ce que j'allais vous dire souvent, quand le joueur part, il ne réussit pas, on a les parents tout le temps à nos portes. Oui. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand le joueur réussit, les parents nous ont oubliés. C'est vite fait, on ne parle plus. Hein. C'est eux qui ont réussi. Je dis, on n'a jamais reçu pas même une carte postale de Zubar. Mais normalement, il y a une rétribution au club. Non, mais il y a un petit défraiement. Il y a un petit défraiement. Je t'explique, il y a un défraiement quand on signe. Je ne sais pas maintenant, ça tourne. Mais quand tu signes. Non, le défraiement, je ne me rappelle plus du montant maintenant, mais quand Zubar a signé à Caen, oui. On nous a donné à peu près 6 ou 7 000 euros. Seulement. Oui, mais c'est ce qui est écrit dans les statuts, règlements. 6 à 7 000 euros. Et quand il est parti à l'équipe anglaise, Wolverhampton, je ne sais pas, eh bien, on donne 5% au club formateur. Mais comme par hasard, là où il a fait les premières années de formation, c'est là où le pourcentage est inférieur. Oui. Ça veut dire que quand il est parti en Angleterre, nous, on a eu peut-être 10 000 euros. Et Marseille, il a fait Caen et Marseille. Marseille a dû toucher 80 000 et Marseille a dû toucher 100 000. Oui. Mais nous qui avons fait la formation de base, on a eu 10 000 euros. Oui. Et alors que Marseille avait déjà le transfert qui était de 3,5 millions d'euros. Et ça ne peut pas changer cette règle-là avec la 3F et la LGF? Mais ça devrait changer. Mais nous, on ne peut pas changer ça. Même si on fait des trucs ici, nous sommes minoritaires, on ne peut pas changer les choses. Oui. Donc, par contre, le joueur... Si un joueur chez nous, demain, il signe un contrat comme on va dire, Neymar ou un autre à 80 millions d'euros, oui. Quand on prendra les 5% en partage, on peut avoir un 500-600 000 euros, mais ça arrive très rarement. Justement. Par exemple, on a le cas de Lemar, oui. Qui est à Monaco, qui est un très bon joueur, oui. Qui a fait toutes ses classes à l'ASS. Si Lemar laisse Monaco signe pour 30-20 millions d'euros, c'est tranquille pour 10 ans. Oui, justement, j'avais posé la question à M. Pièce, mais en tant que parent, quand on a un jeune fils ou un garçon qui part dans un club étranger, comment ça se négocie avec la famille? À vrai dire, j'ai un fils qui est sollicité maintenant par un club en Angleterre. Oui. Bon, là, le truc qu'on nous demande, c'est pour qu'il puisse rester là-bas, il faudrait qu'il ait déjà ses 16 ans révolus. D'accord. D'accord. Sinon, il faut prendre une adresse postale là-bas. Il faut prendre un appartement. Pour le moment, nous, il fait, pendant toute la saison dernière, il a fait le va-et-vient, il a fait quelques matchs avec eux, mais on n'a pas de contrat. Rien n'est signé? Non, rien n'est signé. Mais ça va se signer ou c'est en cours? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on attend toujours, mais il n'y a rien de signé en ce moment. Il va avec, justement, Tottenham. Il a fait quelques matchs avec Tottenham. Bon, dernièrement, il a joué avec Lunar, un club de Rézé, où il est licencié déjà.
Il a fait un tournoi qu'ils ont gagné d'ailleurs. Bon, apparemment, l'entraîneur m'a dit qu'il a été le meilleur joueur du tournoi. C'est quand même, il y avait 8 équipes, hein, Allemagne et compagnie. Mais pour le moment, on n'a rien. Il faut attendre 16 ans pour aller à l'étranger. Il a quel âge? Il va avoir ses 16 ans cette année. Oui. D'accord? Mais à ce moment-là, la question que je pose, c'est le club qui touche ou c'est les parents? Non, mais ça ne passe pas comme ça. Oui. Le joueur, quand il signe, je ne parle pas au niveau étranger, parce que nous, pour moi, la meilleure filière, c'est qu'il passe dans un club français et ensuite il fait l'étranger, comme a fait le fils de Guédu, qui était à Fréjus, qui est parti à l'Inter de Milan. Alors qu'en métropole, les clubs lui proposaient, je crois, un contrat de stagiaire. Alors qu'à Milan, à l'Inter de Milan, même s'il sera dans l'équipe réserve, on lui propose un contrat professionnel tout de suite. À la limite, il peut, à 17, 18 ans, il peut déjà aider sa famille. Je ne sais pas s'ils en ont besoin d'ailleurs. On ne sait jamais. Donc, à ce niveau-là, donc, on suit la filière, le club et le joueur est bon, il part en métropole. Et quand il part en métropole, il est stagiaire, il a un montant, je ne sais pas maintenant, ça doit faire 600, 700 euros, il touche quelque chose, il est logé, nourri, tout. Quand il est pris en charge. Et s'il signe le contrat de stagiaire, et le contrat de stagiaire permet de donner au club quelque chose. Mais par contre, les clubs en métropole sont tellement adroits, quand le jeune arrive, on lui donne quelque chose, c'est prévu par les règlements, on lui dit vous signez aspirant. À partir du moment qu'il signe aspirant, le club n'a rien. Oui. Mais autre chose, si le jeune est vraiment bon, et il rentre dans l'équipe de France de jeunes, le contrat de stagiaire devient obligatoire. Oui. C'est comme ça qu'on a fait pour Zuba dans le temps, parce qu'il faut aussi, c'est lié par le niveau scolaire. Hein. Oui, tout à fait. Un jeune, quand il vient, il faut qu'il soit bon à l'école. Hein. On ne fait pas les deux. Comme on entend Kanté qui joue en équipe de France, il a réussi son BTS brillamment. Il a arrêté parce qu'il était déjà professionnel. Oui. Mais il a un BTS brillamment. Oui. Donc ce ne sont pas les... Non, on a l'exemple historique de Bad. Oui, il y a quelques années. Non, Bad c'est un cas à part. Bad n'a pas fait d'école de football. Pendant que Bad faisait ses études de médecine, il jouait. Et Bad est passé. Oui. On avait des joueurs comme ça, mais on a des joueurs aussi, les gens l'oublient, on a un joueur comme B. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Félix B qui est avec ça. Bien sûr. Il est parti le lundi ou le mardi en Guadeloupe et le samedi il joue à Marseille. Et donc, quand il est parti 15 jours après, il était titulaire à Lens. On avait des phénomènes. Mais on n'avait pas cette filière. On a des jeunes de chez nous comme Nebo. Si cette filière existait, les Nebo, les Gendré, beaucoup de jeunes, ils auraient fait des carrières professionnelles. Vraiment, les doigts. Alors, la question, c'est la dernière question, parce qu'on va se séparer là-dessus. La dernière question que je vais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'avais vu un reportage au Canal+, disant que le football guadeloupéen ne produisait plus de stars. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état du football, de son organisation, on peut penser qu'il y aura des trésors, des Thuram, enfin, etc., des Martial, des footballeurs comme ça encore, dans les ans à venir? Non, quand on dit on produit plus de stars, il faut bien regarder les choses. Nos jeunes partent très tôt. Mais en métropole, déjà, on a Nangis, qui est à Caen, et maintenant il est à Lille, je crois. Il y a Foulquier aussi, je crois. Il y a Foulquier. On a Lemar qui est très bon. Mais on produit, on a d'autres jeunes. On a beaucoup qui est à Caen, qui est dans les trucs de jeunes. Mais on a des jeunes qui sont dans... Parce que comme ils partent très jeunes, ils rentrent dans les trucs mon produit. Mais il faut regarder. Un club, et nous avons peut-être 12-13 000 licenciés, je ne sais pas combien, peut-être 15 000. 15 000, je crois. Quand on prend le pourcentage, quand une ligue de 13 000 licenciés fournit 4 professionnels, le pourcentage est très, très élevé. Par rapport, effectivement. Le pourcentage est très, très élevé. Écoutez, on va vous remercier en espérant que la Red Star va se porter mieux. Le premier match à la Red Star, c'est quoi? Alors, le calendrier? Vendredi. Le Phare. Et le week-end prochain, on joue contre le Vous êtes positif pour ce match? Oui, on va. Non, mais on n'est pas omnibulé par le truc. On va déjà pour faire un bon match et pour voir comment ça se passe. Devant le CSM, on sera déjà mieux que le Phare. À la limite, je pourrais même prendre le pari qu'une des deux équipes, on va les battre. Bon, et j'aurais préféré que ce soit le CSM. On va suivre ça. Oui, Patrick. Juste un petit truc, c'est que on va démarrer la saison quand même avec un petit handicap, qu'on a quelques joueurs qui ne peuvent pas jouer, qui ont eu des cartons. Oui. Et très très grave. Bon, de toute manière, je pense, M. Zandronis, c'est un sujet qu'on va aborder une autre fois. Hein. Vous allez nous inviter. Volontiers, c'est un sujet très grave. L'émission le ZCLC pour vous. Hein. C'est une histoire entre futsal et les joueurs qui ont joué en futsal qui ont eu des matchs vraiment en suspension. D'accord. Je pense que c'est un truc qu'on parlera un de ces jours dans vos émissions. Pas de problème. Juste pour dire, il y a des gens qui nous ont fait une grosse vacherie, puisqu'on était en futsal, qui ont suspendu des joueurs au Red Star, c'est des problèmes personnels.
personnel. Je dis, et on aura l'occasion de régler les comptes. C'est pas honnête de la part des gens du futsal qui ont fait ça. Je profite pour le dire aujourd'hui, mais on va développer ça après. Alors c'est le président qui viendra. Enfin, vous allez inviter le président et qui viendra. De toute façon, on a en plus une émission sportive qui s'appelle C'est le foot que vous connaissez, avec notre ami Étienne, Richard Étienne. Donc probablement il va aborder cette question. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Il est 12h57. On n'a pas c'est nous qui vous remercions de nous recevoir. Non, tout le plaisir est pour nous. Il est partagé. On va prendre tout de suite la page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure avec Mendy pour la suite du journal. Ne bougez pas une seconde, le temps que ça se démarre, comme ça démarre, et puis vous pouvez quitter le studio. Non. 13h de retour sur le plateau du ZCL, deuxième partie, tout de suite les titres avec Mendy. Oui, Danick, voilà donc une semaine que la ministre des Outre-mer, Georges Paul Langevin, a annoncé son départ de l'Élysée, laissant son poste à Erika Barré. Elle nous fait un bilan de ces 2 années passées au service des Outre-mer. Et sujet société, la SIG a récemment délivré 93 logements de la résidence Opale à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Ces résidents ont donc eu la joie de recevoir les clés de leur future propriété. Et enfin, depuis le 5 septembre et jusqu'au 15 octobre 2016, le Fort Fleur d'Épée accueille l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Voilà donc pour les titres d'Annick. D'ailleurs, on va recevoir tout à l'heure Susanna Mares qui est déjà là. Et pour l'heure, on développe tout de suite le journal. Oui, donc c'était le 30 août dernier. À la surprise générale, Georges Paul Langevin a démissionné de son poste de ministre des Outre-mer. Elle a dit vouloir retrouver les citoyens du 20e. Un départ serein, mais surtout un bilan positif de ces 2 années passées au gouvernement. Un reportage de notre correspondant Maurice Cessé. Forcément, l'outre-mer est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Je suis vraiment très honorée d'avoir pu, durant ces 2 années, travailler, m'investir pour les outre-mer. Je crois que le bilan de ce que nous avons fait en 2 ans n'est pas considérable. Et je suis très fière d'avoir pu, durant ce temps, répondre aux attentes du président de la République et du Premier ministre. Mais les ultramarins savent que même si je change de fonction, je demeurerai toujours attentive aux Outre-mer et je serai toujours là pour pouvoir les défendre et les aider. Par conséquent, c'est vraiment uniquement un au revoir. Alors, je crois que ce qui est important, c'est déjà de dire que sur des situations difficiles, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte, nous avons pu maintenir les dialogues et arriver à trouver les solutions pour apaiser les crises. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est en train d'aller vers les échéances avec des conditions qui me semblent apaisées par rapport à ce qu'on a trouvé quand on est arrivé. Mayotte, grande difficulté, mais nous avons pu obtenir des arbitrages très importants permettant de faire en sorte que les problèmes qui étaient posés peut-être un peu violemment par les habitants trouvent un certain nombre de réponses et nous avons pu avoir beaucoup de crédits pour aider Mayotte à avancer. Par ailleurs, sur la Guyane, pareil, le pacte sur la Guyane est en bonne voie. Notre budget 2017, les arbitrages sont favorables et devraient nous permettre de poser la première pierre de la cité des Outre-mer. Donc je crois que tous ces éléments font que, et évidemment le projet de loi égalité réelle que nous avons pu concrétiser, donc tout ça me laisse à penser que nous avons bien travaillé pour les Outre-mer, pour faire progresser les Outre-mer avec le soutien du Premier ministre et du Président. Et c'est la raison pour laquelle je pars évidemment un peu ému parce que c'est un travail qui me passionne, mais je crois aussi qu'aujourd'hui il faut que je passe à une nouvelle phase. Il faut qu'on s'explique, qu'on parle à la population. Et c'est la raison pour laquelle j'ai du plaisir aussi à aller revoir mes concitoyens du 20e qui pouvaient se sentir un petit peu délaissés. Et nous vous le disions, ce sont donc 93 résidents qui vont désormais devenir propriétaires au bout de 10 années grâce à l'opération Accession à la propriété de la SIG. Une opération au franc succès qui s'est déroulée à la résidence Opale de Saint-Louis de Marie-Galante. Un retour en images signé Charlie Dagonia. L'activité économique, le logement et l'emploi constituent la problématique centrale même à Marie-Galante. Un jeune a besoin de travailler, mais aussi d'un logement. Donc, dans la politique même que nous avons mis en place au sein de l'équipe municipale, rappelez-vous, il y a eu la résorption de l'habitat insalubre sur pratiquement
18 hectares. Maintenant, c'est la suite normale. La résidence Opale, avec 93 logements, nous voulons quoi? Nous voulons premièrement qu'il y ait une amélioration de la condition de vie, la qualité de vie, ce que nous recherchons. Et si vous regardez, il y a des gens de Saint-Louis, mais il y a aussi des gens venus d'ailleurs qui demandent de plus en plus à venir à Saint-Louis. Et c'est une très bonne chose pour la commune. Ce matin, nous avons fait une grosse opération, une grosse et belle opération, puisque nous avons livré 93 logements de la résidence Opale à Saint-Louis. C'est une résidence particulière puisque c'est une résidence qui est prévue en accession. C'est ce qu'on appelle des LLS cessibles. Donc les locataires qui vont signer ce matin auront la possibilité, au terme de 10 années de location, de se positionner pour acheter leur logement. Ce type de projet va se multiplier dans cette forme-là, puisqu'en fait les produits d'accession sont difficiles à monter. Et les LLS cessibles, c'est une solution à l'accession à la propriété. Donc au fur et à mesure, on mettra en place ces opérations sur tous les territoires de la Guadeloupe pour permettre aux personnes de devenir à terme propriétaires de leur logement. On est sur un produit qui est particulier. Lorsque vous pensez accession à la propriété, dès le départ, il y a des choses que vous excluez. Par exemple, on a évité les problématiques de parties communes. On a donné des jardins à chacun des logements. On a fait en sorte que les logements soient jumelés en bande pour qu'il y ait le moins de désagréments à partir du moment où on aura la possibilité de devenir propriétaire de son logement. On a des partenaires. Sur la phase locative, on va solliciter des subventions classiques du logement social, de type LBU, et de type aussi défiscalisation du logement social. Et à partir du moment où les personnes auront à se positionner pour devenir propriétaires de leur logement, on a des partenariats avec des organismes de financement locaux qui nous accompagnent pour aider les locataires à lever un prêt bancaire. Donc tout ça est bien organisé, bien ficelé dès le départ de l'opération. Être propriétaire aujourd'hui, ça m'inspire de laisser déjà un habitat pour mon fils pour plus tard, puisque au bout de 10 années, on a la possibilité de devenir propriétaire. Et même si les parents ne peuvent pas être propriétaires, ne peuvent pas acheter du moins, pardon, les enfants ont la possibilité d'acheter. Donc dans le secteur de Saint-Louis, c'est encore mieux, c'est bien. Et puis je suis de Saint-Louis aussi, et donc voilà, on a la possibilité d'avoir un peu de verdure, comme peut-être vous avez vu, et pour pouvoir vivre bien en communauté. J'ai attendu beaucoup, déjà, plus de 2 ans à peu près. Et là, j'attends d'avoir une vie paisible et m'épanouir aussi dans le quartier. Trésor 10, et je tiens à rassurer les téléspectateurs qui m'envoient des tweets que Diana Perrin, qui était notre invitée aujourd'hui, qui était prévue, sera là effectivement mercredi prochain, c'est la vice-présidente de la région. Sinon, eh bien, on va parler avec Jocelyne, comme chaque mercredi, c'est la rubrique Coco et Abricots. Bonjour. Bonjour Denis. Et des nouvelles tendances aussi. Et des nouvelles tendances, de la mode, du design, de la santé. Voilà. Alors aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, mais on aura besoin d'un éventail. Oui, en effet. D'ailleurs, j'en ai emmené un. Ah, d'accord. Oui. Éventail en dentelle. Alors, c'est quoi cette histoire d'éventail? Eh bien, l'éventail, c'est un petit objet, mais qui a une grande histoire derrière elle. Quoi. Donc, cette histoire remonte à plus de 3 siècles avant Jésus-Christ. D'autres historiens le disent que ça remonte déjà à la préhistoire, que les hommes, pour attiser le feu, se servaient d'un éventail. On ne sait pas en quoi il était, mais voilà. Donc, on a vu apparaître l'éventail déjà en Chine, au IIe siècle, où on a retrouvé le plus vieil éventail du monde. Et les éventails étaient faits en porcelaine, nacre. Il y avait du nacre, enfin nacre, coco. Il y a plusieurs bambous, il y avait plusieurs choses. C'était finement travaillé et c'était réservé vraiment à l'élite du peuple, c'est-à-dire l'empereur et les courtisanes, etc. Ensuite, en Égypte, je ne sais pas si vous vous souvenez des péplums, où on voyait le pharaon assis et on l'éventait avec des plumes, voilà, ce genre de choses. Et ben voilà, ça s'appelait le flabellum, ce genre d'éventail. Et c'était quelque chose réservé à l'élite, c'est-à-dire que le pharaon se faisait éventer. On avait quand même qu'on appelle un petit éventail.
avec un manche, qui ne se pliait pas. Voilà. Et les premiers éventails qui se pliaient, c'est au Japon qu'on a vu ça. Il y avait celui qui ne se pliait pas, qui était face, et c'est un inventeur qui a fait ce genre d'éventail qui se plie, se déplie, en observant les ailes de chauve-souris. Et il a dit, ok, il va faire ça. Donc il y avait le Sansu et le Gensu, le Lushiwa. Puis en Asie, toujours l'éventail est resté dans cette culture. Et jusqu'à maintenant, on voit dans les pièces de théâtre l'art de l'éventail. Dans le kabuki. Le kabuki, le théâtre no. Bon, là, l'éventail a fait son petit bout de chemin. Les Portugais, en allant faire des achats avec les Japonais, ils ont ramené cet outil, cet accessoire, que je pourrais dire, en France. Donc au départ, toujours pareil. D'abord, c'était le diocèse, c'était dans les rites liturgiques. Ensuite, c'était les nobles et les aristocrates. Toujours dans les choses précieuses, le nacre, le bois. Mais en fait, si je comprends bien, l'éventail a toujours été un objet de luxe, pratiquement. Au départ, c'était vraiment un objet de luxe et un objet rare. Oui. Parce que déjà rare, parce que les matériaux utilisés et de luxe, c'était vraiment l'élite qui pouvait la posséder. Et ça a commencé à se démocratiser aux environs à la Révolution française. Donc là, ça s'est démocratisé, c'est descendu, pas plus bas, mais c'est descendu au niveau des bourgeois. On s'en servait pour faire de la propagande. Contre le roi, contre ceci, les pamphlets étaient dessus. Donc c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est démocratisé. Et après la Révolution française, il y a une première abolition de l'esclavage. Là, dans les îles, c'est rentré. Mais avec le code noir qu'il y avait, c'était difficile au niveau pour les esclaves de s'habiller comme les maîtres. C'est par la suite, après l'abolition de l'esclavage, que ce soit après la première, ensuite c'est revenu l'esclavage, et ensuite la deuxième, que là ils ont pu s'habiller comme ils voulaient. Et l'éventail faisait partie de la tenue de la doudou. De la doudou. Oui. Voilà, avec l'ombrelle à côté, mais l'éventail en faisait partie. Mais est-ce que l'éventail est encore utilisé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et comment? Je sais pas, oui, il y a des défilés de mode, il y a des défilés. Mendy n'a pas d'éventail. Ah, mais je t'en prête un. Vas-y. D'accord, on y pensera. On y pensera. Voilà, je t'en prête un. Il y a des défilés de mode avec, moi d'ailleurs, je prends la tenue. Des défilés de mode avec des grands créateurs. Même quand on va au concours de Miss, il n'y a pas d'éventail? Non, bizarrement non. C'est vrai que... Alors, seulement pour vous savez, il y a une partie en fait où on est habillé en tenue traditionnelle, bien sûr. Oui. Donc là, forcément, on nous apprend à porter le port de tête avec l'éventail. Ah, quand même, oui, quand même. Rassurez-moi. Et justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai le souvenir, quand j'ai fait les élections, qu'on avait des codes en fait. Des fois, on le mettait devant les yeux et je pense que ça a une signification. Ça a une signification, des fois, quand on le met devant les yeux. Bon, je sais quand on le met sur le cœur, c'est je t'aime. Ah bon? Mais oui, quand on le tapote, quand on le ferme rapidement, c'est que je suis impatiente. Si on le tient par là, ça veut dire que tu ne m'intéresses pas. Ah oui. Ça veut dire que si on le met comme ça, je suis à toi. Bon, il y a tout un langage. Mais ce langage, je voudrais revenir. Bon, déjà... Au niveau de la vente, après la Révolution, c'est tombé en désuétude. Mais il y a une grande maison française qui l'a fait revenir après cette période. Et pour faire un coup commercial, un outil marketing, il a inventé un langage. Donc tout le monde, voilà. Donc c'est de là que c'est parti le langage de l'éventail. Et c'est venu. Ensuite, pas mal de personnes sont parties. Tous ceux qui faisaient des éventails, les grands artisans, sont partis en Espagne. Et là, ils ont perpétué cet art. Mais pour revenir à la question là, oui, c'est à la mode parce que maintenant on voit pas mal d'artistes, pas mal de chanteuses, d'actrices qui ont leur éventail. Les grands créateurs ils mettent des éventails des fois assortis aux vêtements. Ça revient totalement à la mode. D'accord. Okay. Voilà. Aussi, ce n'est pas réservé qu'aux hommes, qu'aux femmes plutôt, les hommes aussi le mettaient. Le grand écrivain Garcia Lorca Marquez, celui qui a fait Mon bel oranger, et toute une clique de sa génération prenait l'éventail. Et c'était devenu même le symbole de l'intellectuel. Juste une dernière question, Justine. Oui? Mais les hommes n'ont pas d'éventail? Mais maintenant, mais si, il y a 40. Ah bon, on peut en tant qu'homme avoir un éventail? L'éventail en dentelle, il y en a en papier, il y en a en satin. Mais oui, il y a même les éventails fixes qui ne s'ouvrent pas. Effectivement. Voilà.
Oh mais oui, les hommes peuvent mettre des éventails, au contraire. En fait, je pense que ce qui gêne en fait aux hommes, c'est le fait de l'ouvrir. C'est un côté un peu trop élégant, un peu trop efféminé, c'est ça, Danick. Oui, voilà, c'est ça. Je me vois mal. Et ce serait bien de réapprendre le langage, c'est aussi bien qu'un SMS, le code. Bien. Ben, on va retenir ça et donc l'éventail c'est un outil. De toute façon c'est un objet dans la costume traditionnel guadeloupéen. Mais oui, et en plus on a un climat adapté pour avoir un éventail. Parce que les fortes chaleurs qu'il y a, c'est bien de pouvoir s'éventer. Et voilà. Oui. Même en dansant. Même en dansant. Mais oui. D'accord. Bon. Ben, c'est noté. En tout cas, merci Jocelyne. On vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, mais c'est pas fini. Avant de finir, oui, je voudrais remercier Céline B Institut qui a fait ma mise en beauté. Oui. Et Crystal Design pour les bijoux. Elle se trouve au immeuble Pavillon à Baimao. Le numéro de téléphone 06 90 57 84 99. Il faut toujours dire le numéro 2 fois. Oui, 06 90 57 84 99. De même que Hbo qui a aimablement habillé. D'accord. Toujours immeuble Pavillon 06 90 67 94 81. 06 90 67 84 81, sans oublier Pinky Nail pour la beauté de vos ongles, de les miennes, des tiennes, tout. 06 90 61 64 17 et elle est située immeuble Orlando. Alors ça fait un peu comme les Miss habillées par, coiffées par. Exactement. Souliers par, d'accord. On n'a pas vu les chaussures. Merci en tout cas Jocelyne. Un dernier mot peut-être avec Mendy. On continue. Oui, mais du coup le fait de voir cet éventail, ça donne goût en fait à essayer de le faire renaître. C'est vrai que c'est dans la culture guadeloupéenne, mais avec la mode qu'on voit aujourd'hui, j'entends parler beaucoup du wax. Pourquoi pas faire un éventail avec du wax? Ça peut être une idée. Et en plus, c'est très élégant. C'est cela. Rien à dire, le geste. Bien, on va prendre vos sujets sont terminés. Il y a encore autre chose à dire? Un dernier sujet. Ou un dernier sujet? Oui. Allez-y. Qu'on peut déjà lancer. Oui. Oui, on va s'intéresser maintenant à la culture, puisqu'il y a l'exposition L'île des esclaves oubliés, qui est réalisée par le Musée d'histoire de Nantes et l'INRA, qui est installée depuis ce lundi au Fort Fleur d'Épée. Oui. Elle porte sur les résultats des recherches d'un groupe d'historiens et d'archéologues ayant travaillé sur le site Tromelin et les vestiges laissés par les rescapés d'un bateau d'esclaves. C'est un reportage de Laura Argot. Alors, ce reportage, on me dit tout de suite en régie qu'on ne pourra pas le voir ce midi, qu'on le verra probablement ce soir. Alors, on va prendre la page de pub et on va recevoir tout de suite après Susanna Linares, justement, qui va parler de qui va nous en parler. La page de pub. Voilà, il est 13h24 et on va recevoir Madame Susanna Dimarès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du musée Edgar Clair. Tout à fait. Dont on ne parle pas suffisamment. Eh bien, et c'est pourquoi vous êtes là. Je dois avouer que vous venez quand même régulièrement faire des reportages quand on a des manifestations. Je parle du grand public peut-être. Alors, il y a une expo en ce moment, Tromelin, qui vaut le déplacement. Voilà, donc c'est une exposition sur le naufrage d'un bateau négrier qui s'est déroulé dans une petite île qui s'appelle l'île de Tromelin, qui est un tout petit îlot d'1 km². Comme on disait ce matin, c'est plus petit que l'île Gosier, quasiment désertique, en plein milieu de l'océan Indien. Donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire totalement vraie et qui avait fait grand bruit au XVIIIe siècle, parce que le naufrage a eu lieu en 1761. Et alors, pour reprendre tout un peu dans l'ordre, peut-être je vais raconter un petit peu l'histoire et ensuite le contexte de l'exposition. Alors c'est vrai que c'est une histoire vraie. C'est un bateau qui de la compagnie des Indes orientales, cette fois-ci, pas des Indes occidentales comme ce qui concernait la Guadeloupe, qui part à l'île de France, qui est aujourd'hui l'île Maurice, pour le réapprovisionnement. Et ce bateau de l'île Maurice part ensuite à Madagascar pour s'approvisionner en bœuf et en riz pour approvisionner l'île de France, enfin l'île Maurice. Quand il arrive sur place, le capitaine, donc à Full Point, qui est un grand port de traite de la compagnie des Indes, il veut faire commerce d'esclaves. Le gouverneur le lui refuse pour diverses raisons, mais il passe outre cette interdiction et il embarque, en plus des bœufs et du riz, donc de l'approvisionnement, 160 captifs malgaches qui étaient alors pas des Mozambiques, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'à Full Point, les esclaves qui étaient traités là, comme on disait à l'époque, étaient souvent des personnes qui avaient été capturées sur le continent africain et qui venaient par les comptoirs du Mozambique jusqu'à Madagascar, donc sur ce port de traite qui était Full Point, et
ensuite partaient sur les plantations de la Réunion, de l'île Maurice et de l'île Rodrigue. Et là, c'est pas tellement des Mozambiques qu'il a apparemment, c'est un autre circuit de traite un peu moins documenté, un peu moins connu, qui était des captifs et des esclaves des hauts plateaux de Madagascar. Madagascar, c'est une île assez singulière pour son peuplement. Il n'y a pas de peuplement originel, on va dire, d'une certaine manière. Ils viennent de Mélanésie un peu partout. Voilà, exactement. Il y a des populations qui viennent donc du Mozambique, et puis il y a des populations qui sont venues de Java, d'Indonésie, de Malaisie. Donc ça fait une composante multiethnique, multiculturelle assez originale, et avec des royaumes donc, qui se font régulièrement la guerre. Donc ça donne des captifs qu'ensuite on vend aux Européens comme esclaves, mais aussi des sociétés qui sont structurées socialement avec une strate sociale qui est celle des esclaves, entre guillemets, qui généralement n'est pas vendue aux Européens, mais il y a des exceptions. Donc là, c'est un circuit de traite sur lequel les chercheurs malgaches travaillent. Donc ce sont ce qu'on appelle des Noirs Java, qui sont du haut plateau des Mérina, du haut plateau de Madagascar, et ce sont en particulier ces populations, ceux qui sont pris par le bateau de l'utile en tant qu'esclaves à vendre, sont des personnes qui ont été capturées et traitées depuis les hauts plateaux de Madagascar. Le gouverneur lui en fait interdiction d'avoir ces esclaves, donc c'est de la fraude. Au lieu de retourner directement en ligne droite sur l'île Maurice, il va faire un détour par le nord pour aller sur une autre île qui s'appelle l'île Rodrigue, et là, en quelque sorte, faire de la contrebande des captifs malgaches qu'il a pris pour les mettre en esclavage. Pas de chance, sur le trajet, il se dévie, il ne connaît pas bien les cartes marines, il s'échoue sur ce petit îlot, mais c'est vraiment de la malchance parce qu'il est perdu en plein milieu de l'océan. C'est un volcan qui a 5000 mètres de profondeur qui a fait ce petit îlot de récif corallien. Donc c'est vraiment de la malchance de tomber dessus, parce qu'il est tout petit en général les cartes. Donc il s'échoue dans la nuit du 31 juillet 1761. Il y a des naufragés parmi les marins français, et comme dans la plupart des bateaux négriers, les esclaves sont enfermés dans les cales pour éviter les révoltes, etc. Enfin, suivant les discours de l'époque. Et la chance, entre guillemets, qu'ont eu les rescapés malgaches, c'est que le bateau s'est cassé en deux, et donc ceux qui étaient prisonniers de la cale sont libérés. Sur les 160 qui étaient embarqués, 80 à peu près ont réussi à survivre, et donc à débarquer sur l'île avec les marins, enfin à débarquer, à nager comme ils pouvaient avec les rescapés des marins français. Voilà. Et c'est leur histoire donc, qui est racontée dans une bande dessinée et dans cette expo. Exactement. Donc en fait, ce qu'on connaissait de cette histoire, ce sont les écrits des marins, et notamment du lieutenant, du capitaine, et ce qu'on appelle de l'écrivain de bord, qui vont faire des récits. Et le lieutenant, alors l'écrivain de bord va relater le naufrage et les 2 mois qu'ils vont vivre ensemble sur l'île. Donc ça, cette partie-là, elle est assez bien connue. Pendant 2 mois, on va récupérer tout ce qu'on peut du bateau échoué. Et dans les marins français, il y a plusieurs corps de métier, des forgerons, des charpentiers de marine, etc. Donc au départ, ils décident de construire un bateau de fortune, un mini-bateau, où on embarque tout le monde, y compris les esclaves, pour repartir sur Madagascar. Mais ils ne récupèrent pas assez de bois, et finalement il n'y a que les marins français qui vont embarquer au bout de 2 mois, en laissant sur place les malgaches et en leur faisant la promesse, et ça même les quelques rescapés diront, mais ils nous ont fait la promesse de revenir. Et donc ils vont mettre 4 jours de navigation à revenir sur Madagascar. Et là, il va y avoir des décédés. Le capitaine, notamment, va décéder dans le voyage retour. Beaucoup vont mourir au retour à Madagascar de fièvre. Et les survivants, on a les textes de l'époque et les archives, vont demander au gouverneur et vont vraiment essayer de tenir leurs promesses, de dire mais il faut aller les chercher, en sachant qu'ils ne seront plus esclaves à leur retour puisqu'ils ont été achetés en fraude. Mais c'est vraiment, parce qu'au début on a dit, bon, ils les ont achetés, c'est de la perte financière, c'est sûr, ça a été de la perte financière. Mais
Et on voit dans les lettres qu'il envoie, notamment le second qui a vu son jeune frère se noyer devant lui. Donc il a une relation aussi personnelle un peu particulière à ce naufrage. On voit il a envoyé plusieurs lettres à la marine, la compagnie, pour qu'on aille les chercher. Mais le gouverneur a dit c'est que des esclaves, il n'est pas question, vous avez désobéi à mes ordres. Et il faudra attendre 15 ans. Il y a une des lettres, la Compagnie des Indes orientales va faire faillite, la royauté va reprendre, et à un moment donné, à la marine, on va entendre les lettres qu'envoyait le lieutenant Castellet du Vernon, et on va envoyer un premier bateau qui ne va pas réussir à débarquer. Le canot de sauvetage, un des marins, s'échoue sur la plage avec les naufragés, ce qui restait des naufragés. Le bateau s'en va. Ils attendent un moment, puis après il prend désespoir et il construit un autre bateau avec ce qui restait, et il s'en va avec les 3 derniers hommes qui restaient à ce moment-là. Donc on est en 1775, et 3 femmes. On n'entendra plus jamais parler de ces personnes-là, sans doute qu'ils ont... Et c'est ce qu'on retrouve dans l'expo. Ce qu'on retrouve dans l'expo, ça c'est la première partie. D'accord. Alors combien de tableaux l'expo? Une quinzaine. Oh, vous me posez une colle presque. Je n'ai pas compté combien, une vingtaine, allez, entre 15 et 20. Voilà, entre 15 et 20. Donc il y a une partie qui est toute cette histoire sur l'histoire avec les archives que je viens de vous raconter. Et l'autre partie sur les découvertes archéologiques. De l'époque. Alors, 2 petits mots avant quand même de vous laisser partir sur le musée de Gare-Claire. Alors cette expo, elle est encore visible jusqu'à quand? Alors cette exposition, elle est au Fort Fleur d'Épée. En fait, elle a été visible au musée ces 2 derniers mois. Nous avons eu 3 à 4 000 personnes qui sont venues, et touristes vacanciers, les résidents, qui ont vraiment été très très intéressés. Et là, elle est au Fort Fleur d'Épée jusqu'à la fin du mois, et notamment pendant les journées du patrimoine. Et ensuite, elle va partir en Guyane. Voilà, c'est une exposition itinérante. On aura probablement l'occasion de vous faire revenir, vous parler un peu du musée de Gare-Claire. Voilà, qui aura des belles expositions aussi sur l'archéologie coloniale pendant les journées du patrimoine. Ben, écoutez, Sidnana Dimarès, merci d'être venu. Voilà, et juste un dernier petit mot, si vous permettez, sur l'exposition, parce que c'est vrai que du coup j'ai été très longue sur la première partie. C'était intéressant de toute façon. Ce qui était intéressant sur la partie archéologique, c'est que justement on voit comment ces naufragés qu'on a abandonnés pendant 15 ans ont essayé de survivre, d'abord de trouver à manger, les tortues, les oiseaux, mais aussi de faire société, de rester des humains à leur dignité, de fabriquer des petits bracelets, de fabriquer des pointes d'éméloire, de reconstituer un habitat. Donc comment, malgré le malheur qui les frappe, ils font société malgré tout, et ça c'est important, et c'est pour ça que j'encourage les personnes à aller voir l'exposition au Fort Fleur d'Épée jusqu'à la fin du mois. Et vous avez le bouquin? Ah oui, ça j'ai le livre, alors, je sais pas, voilà, de Max Guéroux et Thomas Romont. Donc Thomas Romont, que peut-être certains de vos téléspectateurs connaissent, c'est un archéologue basé en Guadeloupe qui travaille sur l'archéologie des cimetières. Et Max Guéroux qui est à l'origine de ce projet. Donc c'est un petit livre très accessible à tout le monde. Hein. C'est pas du tout un livre très scientifique. Moi je l'ai acheté ici, donc on le trouve assez facilement dans toutes les bonnes librairies. Et la bande dessinée dont vous avez parlé qui redonne une vie et une âme. Voilà. Au mois de novembre. Voilà. Comment il a redonné vie et une âme à ces naufragés aussi. Merci en tout cas, Sidnana Dimarès, d'être venue. Un dernier mot, Mendy, l'info du jour peut-être? Oui, on fait un petit rappel des titres. Voilà. Oui, donc ça fait déjà une semaine que la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, a annoncé son départ de l'Élysée, laissant son poste à Erika Barré. Elle nous fait donc un bilan de ces 2 années passées au service des Outre-mer. Et 12 jours dans la société, la SIG a récemment délivré 93 logements de la résidence Opale à Saint-Louis de Marie-Galante. Ces résidents ont donc eu la joie de recevoir les clés de leur future propriété. Et puis on précise que le sujet sur l'exposition Trop-Malin sera vu ce soir avec moi. On se retrouve demain. Voilà, merci. Il est pratiquement 13h36 dans le ZCL de ce mercredi. On se retrouve demain avec Mendy et avec vous aussi. Merci en tout cas d'être avec nous chaque jour, et puis on le sera encore jusqu'à vendredi puisque la semaine se prolonge. Voilà, salut et à demain.